bloc est constitué d'opérateurs spécialisés en combat en zone urbaine. Il est aux ordres du chef du bataillon Bravo, India, Zulu. Le second est la spécialité jungle des forces spéciales, aux ordres du capitaine Flex. L'ensemble est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Sierra Kilo, commandant en second des forces spéciales ivoiriennes. Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour si vous êtes encore dans la matinée. Et je dis merci à tous ceux qui durant 365 jours en 2022 ont été avec nous, ont partagé notre idéologie et surtout ont aimé le travail que nous avons fait. Je souhaite à chacun et à chacune une heureuse année 2023 dans la santé, dans la prospérité et dans tout ce qui est positif. Et surtout que Dieu nous éloigne de tout ce qui est négatif, néfaste, et qu'il puisse nous guider vers le droit chemin. Je vais dire merci à toutes ces personnes comme Madame Blanc, comme Monsieur Blanc, comme Mère Fiona Cora ou comme encore Mère Christine Touré, qui se sont déjà réunis et qui sont en train de fêter déjà. Sachez que nous sommes de cœur avec vous et c'est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons vraiment une très belle fin d'année à chacun et à chacune. Après cela, j'aimerais dire joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le Président, merci. Merci pour le sacrifice que vous avez fait. Merci pour le don de votre personne. Merci surtout pour votre dignité. Malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés, vous êtes resté digne. Et c'est aussi ça la marque des hommes grands, mais surtout des hommes dignes. Face à l'épreuve, ils restent sereins et aborde les situations avec beaucoup de tranquillité. Nous vous en remercions. Après cela, j'aimerais avoir une pensée pour nos 49. Et j'aimerais dire aux familles des 49 que vos pères, vos maris, souvent même pour les femmes qui sont nos femmes, nos mères, nos sœurs, que vous êtes dignes et que vous resterez dignes comme l'ensemble de l'armée de la Côte d'Ivoire qui est resté digne derrière son commandant en chef, le président de la République, et continuer de faire montre de cette grandeur d'esprit
c'est ce qui vous caractérise. Et j'ai une pensée pour le contingent ivoirien qui a passé sur une mine avant-hier. Il y a eu un blessé léger au Mali. Quand je regarde la détermination de ces soldats, malgré les injustices, malgré même l'ingratitude, mais qui sont résignés, qui sont déterminés, je ne peux que saluer votre courage. Quand je regarde la force, la détermination, l'abnégation de tous les soldats du rang, à commencer surtout par les plus petits, jusqu'au sommet de la hiérarchie, qui sécurisent la vie de nos parents, qui, malgré que nous ne soyons pas dans un monde parfait, ont pu quand même sécuriser la vie de nos parents dans ce contexte aussi difficile, nous vous saluons. J'aimerais aussi saluer toutes les populations, surtout celles qui ont collaboré avec le gouvernement, avec les centres d'information et de renseignement. Nous vous disons la meilleure manière de combattre le terrorisme, le grand banditisme, ce n'est pas de se taire, c'est de dénoncer. Et ça, nous disons à tous ceux et toutes celles qui ont pu faire acte de bonté envers elles-mêmes, mais surtout envers la société, en dénonçant les malfaiteurs, nous vous disons bravo, vous n'avez pas fait le mauvais choix. Mesdames et messieurs, nous allons enclencher le débat intellectuel, ce que nous appelons ici le festin intellectuel, ou si vous voulez, le voyage cognitif. Et aujourd'hui, les sujets sont variés. Le premier sujet, c'est un ancien texte, les frères de sang ou frères en humanité. En réalité, ceci est une leçon qui est adressée à l'attention des Gors, c'est-à-dire les Babo-Ouriens, les Sor, les Soro-Ouriens, les PPACI, qui est une version beaucoup plus perfide, beaucoup plus vénale du FPI, et les Daochroniens, c'est-à-dire ceux-là même qui sont les partisans de M. Henri Konan Bédié, les partisans de la paresse, de la facilité et surtout de la médiocrité. Il n'est jamais profitable de vendre son honneur, encore moins sa patrie, ou les citoyens, surtout à de méchantes personnes, de méchants étrangers qui nous jalousent terriblement à cause du bon travail réalisé par le docteur Cyrus, le pharaon suprême, Alassane Dramane Ouattara. Dans un village appelé Côte d'Ébène, se trouvait un puits, et c'était d'ailleurs le seul puits de toute la région. La présence de ce puits faisait en vérité la fierté de tout le village. Il ne tarissait jamais, et son eau était toujours potable et très savoureuse. Pendant la sécheresse, les gens quittaient les villages environnants pour venir se servir en eau. Cependant, un fait assez extraordinaire se fera remarquer très bientôt. Toutes les personnes qui jetaient leur tire-eau dans le puits voyaient curieusement n'en ressortir que la corde uniquement. Personne ne comprenait la cause de cette bizarrerie. Certains juraient que c'était le diable en personne qui s'illustrait ainsi. Les plus superstitieux conclurent que c'était la manifestation d'un châtiment venu des dieux pour punir tous les villageois. Soumis donc à cette fatalité, un conseil du village fut tenu chez le chef du village, que tout le monde connaissait, c'était le vieux Kofi. Il en résulta de ce conseil du village que l'on offrirait des offrandes, ce qui était l'unique alternative pour apaiser les divinités en cours. Les dites offrandes réunies, un second dilemme s'opéra. Qui sera l'homme courageux, providentiel, qui descendra dans le puits afin d'y déposer les présents faits aux dieux en furie? Contre toute attente, Madou, ce jeune homme maigrichon et régulièrement vilipendé par tous les villageois sans exception, se proposa de descendre dans ce puits. Néanmoins, avant toute tentative, Madou imposa une condition qui n'était autre que la présence de son frère cadet Zoku,
Tous les villageois étaient stupéfaits, car nul n'ignorait la bagarre qui opposait Madou et Zoku. C'est aussi à cause de leurs incompréhensions que Zoku avait quitté notre village, Côte d'Ébène, pour ne plus avoir affaire à Madou ou à quelques villageois que ce soit. Madou était catégorique. Sans la présence des Zoku, disait-il, je ne descendrai jamais dans ce puits. Dès le lendemain, les jeunes du village, avec leur chef Guy Bleu en tête, partirent à la recherche du frère Zoku. C'est avec beaucoup de peine, mais autant de plaisir que Zoku fut retrouvé et ramené en Côte d'Ébène. 2 jours plus tard, la descente dans le puits se tenait sous la présence effective de tous les villageois, car personne ne voulait se faire compter l'incident. Les jeunes attachèrent une corde autour de la taille de Madou, qui s'exécuta en descendant lentement, mais sûrement dans le puits. Une fois au fond du gouffre, Madou y découvrit avec stupéfaction un singe. Était-ce donc cet animal maraudeur qui empêchait les gens de puiser leur eau? S'interrogea-t-il. En réalité, aucun dieu, encore moins une force supraterrestre, n'avait quoi que ce soit avec ni les villageois, encore moins un puits. Nous les villageois avions été prisonniers de nos propres croyances superstitieuses. La vérité était simple. Il était devenu une habitude dans notre village que pour justifier nos insuffisances, nos carences, nous accusions toujours les dieux ou quelquefois même certains étrangers d'être la cause de nos malheurs. Mais revenons-en au fait. Madou tua cette méchante bête de singe. Avant de sortir du puits, il mit le singe mort sur sa tête et remua la corde comme pour demander qu'il puisse être retiré du puits. Les jeunes du village s'exécutèrent en tirant de toute leur force la corde. Soudain, lorsqu'ils aperçurent le crâne du singe en premier, tous laissèrent la corde et prirent la poudre d'escampette. Tous détalèrent, sauf une seule personne. Et c'était bien Zoku, le frère de sang de Madou. Tout seul, Zoku accomplira la remontée de Madou sans jamais faiblir. Dès sa sortie du puits, tous remarquèrent que Madou avait simplement mis le singe mort sur sa tête afin de montrer le véritable coupable qui coupait les tirs hauts, mais aussi pour éviter un empoisonnement de l'eau du puits qui aurait pu tuer tous les villageois. Tout le monde fut ébloui. Madou lui-même se jeta dans les bras de son frère Zoku qui venait de lui sauver la vie. Vieux Kofi, en sa qualité de chef du village, eut le dernier mot en ces termes. S'il vous plaît, ne brisez jamais les liens de sang. Dans toutes les familles, souvent, il y a des disputes. Il y a des hauts et des bas. Mais nos liens de sang, nos liens de fraternité, nos liens d'humanité et surtout d'appartenance à ce village doivent demeurer plus forts que toute autre considération. Sachez que tout se vend au marché. Les voitures, les villas, les voyages, l'or, les beaux discours,
mais on ne peut jamais payer un lien de sang, encore moins un village. Surtout, ne vendez jamais votre frère ou votre village à des méchantes ouailles qui ne jurent que de vous voir dans les flammes de l'enfer. En réalité, comme je le disais, c'est un texte original du roi du printemps qui a été repris et réadapté par Éclaireur Pro Vérité. Et ce texte a pour objectif d'exhorter, d'encourager, d'inciter à l'unité des Ivoiriens, et c'est aussi un appel à la fraternité humaine contre les marchands de la haine et de la mort. Texte numéro 2. Exploitation. J'ai appris il y a quelque temps que le Burkina Faso avait accordé un permis d'exploitation d'une mine d'or à une société russe. Il y a peu de temps aussi, une société italienne déclarait avoir trouvé une importante quantité de pétrole au large de nos côtes. Au Mali, on nous a appris que la société russe Wagner avait obtenu, en guise de paiement pour ses activités dans le pays, l'exploitation de 3 mines d'or. Au temps de Laurent Gbagbo, nous avions appris que l'architecte Pierre Fakouri avait obtenu un permis d'exploiter un bloc pétrolier au large de nos côtes. En Guinée et en République démocratique du Congo, des hommes d'affaires de pays occidentaux sont accusés d'avoir obtenu des mines à vil prix par la corruption et en certains endroits, il y a des procès. Partout en Afrique, parfois ce sont des entreprises étrangères à notre continent qui viennent exploiter nos ressources minières. La question que je me pose depuis toujours est celle-ci. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, Africains, d'exploiter nous-mêmes nos ressources minières? Pourquoi sommes-nous obligés de faire appel à des sociétés étrangères qui toujours prennent la plus grande part des revenus de ces ressources, ne nous laissant que la portion congrue et les nuisances liées à leurs exploitations? Ainsi, au Niger, les populations vivant dans les environs d'Arlit, là où est exploité l'uranium, sont-elles exposées à la radioactivité émise par les résidus d'uranium que personne ne s'est donné la peine d'enfouir correctement dans le sol? Au Nigeria, ce sont des terres et des cours d'eau qui sont pollués par l'exploitation du pétrole. Depuis toujours, nous sommes là, à nous plaindre de voir nos ressources minières et pétrolières pillées par les Occidentaux et depuis quelque temps par les Chinois aussi. Et certains soi-disant panafricains entre guillemets en ont fait un sujet de guerre contre un pays européen bien ciblé, accusé de piller toutes nos ressources, créant ainsi la misère dans nos pays. Et pourtant, dans les temps très anciens, Kankou Moussa alla à la Mecque avec une telle quantité d'or que le coût de ce métal s'effondra sur le marché du Caire, qui avait extrait ce or du sous-sol malien. Les Maliens de l'époque eux-mêmes, lorsque les Anglais ont débarqué dans le Ghana actuel, ils l'ont baptisé Gold Coast, la côte d'or, tant il y avait de l'or dans ce pays, qui exploitait les mines d'où sortait ce or. C'étaient les populations locales. Pourquoi donc aujourd'hui, avec toute la technologie moderne qui est à notre disposition, nous sommes obligés d'attendre que ce soit les firmes occidentales ou chinoises qui viennent exploiter nos mines? En Côte d'Ivoire, nous avons aussi beaucoup d'or. Ce qui n'est pas exploité par des compagnies étrangères l'est fait par des orpailleurs et des méthodes archaïques qui détruisent tout l'environnement dans lequel ils opèrent. Depuis des décennies, le diamant de Tortilla est exploité par des mineurs semi-clandestins selon des méthodes aussi archaïques que celles des orpailleurs. Je répète ma question. Qu'est-ce qui nous empêche, nous Ivoiriens, d'exploiter notre or et notre diamant avec les moyens modernes? Il en va de même pour notre manganèse, notre pétrole et tous les autres minéraux qui ont été trouvés dans notre sous-sol. On nous dira certainement que nous n'avons pas la technologie nécessaire pour exploiter ces mines. Est-ce si compliqué de créer une entreprise minière, d'acquérir des machines et
les techniciens qu'il faut pour les faire marcher. Si un simple individu comme M. Pierre Fakori était prêt à se donner les moyens d'exploiter un champ pétrolier, cela veut dire que d'autres femmes et hommes d'affaires ivoiriens et même d'État pourraient le faire. J'ai cru comprendre qu'un entrepreneur ivoirien exploite actuellement une mine de manganèse près de Daoukro. Cela veut dire qu'il n'est pas impossible à un Ivoirien de créer une société minière. Où sont donc les autres hommes et femmes d'affaires ivoiriens capables d'exploiter nos mines? Il en est de même de nos routes et ponts. Depuis 60 ans, nous n'avons pas encore formé suffisamment d'ingénieurs et de techniciens capables de nous faire de bonnes routes et de nous construire des ponts solides sans que nous n'ayons besoin de faire venir des Français ou des Chinois. Ou alors, il y aurait une loi internationale non écrite qui interdirait aux États africains d'exploiter eux-mêmes leurs ressources minières. Telle est la question que je me pose. Si ce n'est pas le cas, taisons-nous donc et laissons ceux qui savent ce que nos richesses minières valent les exploiter. Rappelons que l'Afrique du Sud exploite elle-même ses ressources minières et a créé des entreprises qui vont exploiter celles des autres pays africains qui sont incapables de le faire eux-mêmes. C'est un article de notre père, frère et aîné Venance Conan tiré de Fraternité Matin. Sujet numéro 3. 2023 sera l'échantillon des élections présidentielles en 2025. Est-il encore nécessaire de s'étonner des mauvaises pratiques de l'opposition ivoirienne? Nous sommes effectivement en décembre 2022 et aujourd'hui, le temps tient. Et ce serait peu de dire que ces personnes, se disant opposantes, foncièrement médiocres et maléfiques, vont bientôt s'illustrer en cette année 2023 dans ce qu'elles savent faire le mieux. C'est-à-dire l'apologie de la violence et surtout la manipulation des populations au travers des divisions à caractère tribal, religieuse ou de quelque manière que ce soit, comme par la manipulation, le populisme et surtout la démagogie de Laurent Gbagbo. Nos opposants ne comptent point changer de tactique puisqu'ils n'ont aucun bilan à présenter, puisqu'ils s'en sortent toujours aussi à bon compte sans jamais être inquiétés par la justice. De toute façon, ni eux, ni leurs enfants, encore moins leurs épouses et leurs proches parents, ne vont figurer dans la liste des décomptes macabres. Pour eux, les opposants, toutes les personnes qui vont mourir serviront de sacrifice expiatoire afin que eux, c'est-à-dire nos politiciens de merde, assouvissent leurs pulsions, à la fois égoïstes et sanguinaires. À la réalité, nos opposants ne peuvent vivre sans le sang humain. Très bientôt, ces kidams de mauvais aloi vont crier à la supercherie. Puis, s'en suivront les mobilisations à caractère quasi insurrectionnel à la limite même du terrorisme. Des brigands et autres caïds de la nation seront loués pour massacrer injustement ceux qui ne se sont pas ajoutés à ses opposants ou qui ne partagent pas leurs avis. Ne soyez pas surpris de voir des pneus brûlés, ça et là, des bus en feu et surtout des biens particuliers comme publics partir en fumée. Les rues, quant à elles, seront barricadées. Ensuite viendra le côté palpitant, où chacun va spéculer sur le nombre des personnes humaines massacrées. Vu que c'est leur souhait, nos opposants useront de tous les moyens pour donner des chiffres apocalyptiques afin de salir l'image du parti au pouvoir devant la communauté dite internationale, qui souvent est en complicité avec cette même opposition comme l'on a pu le voir en 2020. En vérité, les jours à venir s'annonceront difficiles en Côte d'Ivoire, quelle que soit la bonne foi des tenants du pouvoir actuel. L'habitude, c'est qu'il faut toujours des morts et des drames en période électorale pour que le monde entier sache que, chez nous ici en Côte d'Ivoire,
c'est la chèvre qui dévore le tigre. Pendant ce temps, en complicité avec des pseudo-organisations de droits humains, on forcera le lion, c'est-à-dire le roi en place, à manger le maïs, ce qui est son totem. Et je me pose bien la question, comment cela se peut? Mais la tâche nauséabonde de nos apprentis lucifériens se faisant appeler opposants ne s'arrêtera pas après les élections de 2023. Dans les localités où ils auront été élus en tant que maire ou conseil régional ou encore quoi que vous voudrez, instructions leur seront données par Henri Konabédié et Laurent Gbagbo de détruire les registres de naissance afin de compliquer le travail aux citoyens soupçonnés d'être favorables au RHDP. De cette manière donc, ils pourraient récuser la CEI sur la base que des personnes n'ayant pas de certificat de nationalité dans les registres possèdent des cartes d'électeurs et des cartes d'identité. Beaucoup de registres de naissance vont donc disparaître ou vont connaître des pages manquantes. Quelque temps après, cette même opposition exigera un audit du fichier électoral en 2024 avec une commission indépendante, soi-disant internationale, comme si notre pays était sous une quelconque tutelle par incapacité. Au regard de tout ce qui précède que je viens de vous évoquer, il sera donc plus que primordial pour le parti au pouvoir d'anticiper sur les événements. Seule la proactivité permettra de neutraliser tous les plans lugubres de cette bande de malfaiteurs sans projet de vie, qui n'aspirent en vérité qu'à être à la tête de la Côte d'Ivoire pour se la couler douce et surtout faire dans la fanfaronnade. C'est en ce sens que nous disons à la nouvelle nomenclature du RHDP mise en place de tenir compte des réalités du terrain et d'éviter de choisir des candidats par copinage et surtout de revenir sur les mauvaises décisions prises ces derniers temps relativement aux nominations des candidats, alors que ni les 7 malfaiteurs du directoire n'en ont la capacité et n'en ont la légitimité. Si nous voulons prendre soin et surtout minimiser au maximum les frictions, les incompréhensions internes dans nos contrées, il faut bien tenir compte de la réalité et surtout du bon sens. Ensuite, il faudra cibler les personnes ressources qui ont des rapports sains et cordiaux avec nos bases militantes et les mettre au devant des activités politiques et surtout des opérations d'élection. Et enfin, il faut être à même de matérialiser ces potentiels militants en de véritables électeurs, c'est-à-dire des voix concrètes durant les échéances électorales à venir. Et ce n'est pas dans la division et dans la frustration que le RHDP arrivera à ses fins. En attendant 2023, qui se pointera dans quelques heures, et surtout octobre 2025, n'oublions pas que le vrai objectif de nos opposants reste et restera la prise du pouvoir par moyen de coup d'État, puisque c'est la mode en ce moment dans la zone ouest africaine. Pour atteindre ce dessein macabre honteux, nos opposants comptent résolument sur un certain Soro Guillaume, alias Tieni Banani, qui est actuellement abonné à une vie de fugitif depuis le 19 septembre 2022, alors que le président ivoirien lui a bien offert la possibilité d'entrer en Côte d'Ivoire depuis 2021, mais seulement avec la condition qu'il devrait affronter la justice. Cette opposition ne se détachera jamais de la violence armée, puisqu'en vérité, c'est l'unique solution. La panacée selon elle, même encore en 2023 et dans les années à venir, si Dieu nous accordait la grâce de vivre assez longtemps. C'était un texte d'éclaireur pro-vérité. Sujet numéro 4. Ça, c'est un texte d'hommage au président, pas parce que il est travailleur, ça tout le monde le sait,
mais c'est pour lui rendre un hommage parce que c'est son anniversaire. Alassane Dramane Ouattara, l'alchimiste. Science occulte en vogue au Moyen-Âge, l'alchimie, née de la fusion technique chimique, gardée secrète et des spéculations mystiques. En réalité, l'alchimie est en partie l'ancêtre de la chimie moderne et elle n'a acquis son côté mystique que bien plus tard, notamment sous la plume des écrivains de la Renaissance puis celle des romantiques. Il est aussi dit que les alchimistes peuvent transformer tout type de métal en or. Est-ce vrai ou faux? Personnellement, je ne saurais vous le dire. Cependant, une chose est évidente. S'ils ont acquis de la notoriété, c'est que les alchimistes savaient quelque chose ou étaient capables de certaines prouesses qui dépassaient les capacités des gens ordinaires que nous sommes. Aujourd'hui, 31 décembre 2022, est la date anniversaire de la naissance d'un grand alchimiste du 21e siècle. Cet alchimiste se nomme le docteur guide bâtisseur cette fois éclairé Alassane Dramane Ouattara. Je peux aisément vous dire qu'il est l'alchimiste du développement social, économique et humain de notre Côte d'Ivoire. C'est un réformateur social sans pareil et il le demeurera pour l'éternité à travers toutes les œuvres sociales, humanistes qui pullulent dans notre patrie depuis son arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, avec à ses côtés son épouse, Mère Dominique Ouattara. Regardez par vous-même la cadence exponentielle des cérémonies d'inauguration, d'infrastructures à travers tout le pays. Quel voyageur sérieux manquera de vous dire son émerveillement face à tous les grands travaux qui se déroulent et continueront de se dérouler en ce moment et dans les années à venir tant qu'Alassane Ouattara sera à la gouverne de notre pays, et ce, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Transformateur économique, même les aveugles, les sourds et, si je n'abuse, même les morts, même étant de mauvaise foi, ont fini par admettre qu'Alassane Dramane Ouattara est véritablement le génie du second miracle, un bâtisseur hors hiérarchie. Même son pire ennemi, en la personne du criminel de guerre non repenti, Seplou, confessait publiquement que Ouattara est véritablement un travailleur. Et il l'a bel et bien démontré. Tellement au fait de sa science d'économiste que le monde entier, à travers notre continent, l'Afrique, lui confia l'agenda 2060, qui est en réalité le plan global du développement de notre Afrique. À travers cette reconnaissance, le président Alassane Ouattara entre dans le panthéon des immortels de l'humanité. En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis 1960, il n'y a jamais eu quelqu'un qui ait apporté autant de progrès économiques à notre République, comme l'a fait Alassane Dramane Ouattara, en moins d'une dizaine d'années. Est-ce nécessaire de vous dire que l'exemple Ouattara, en ce moment, fait cas de jurisprudence dans les plus grandes universités occidentales? Côté transformation humaine, le président actuel de la Côte d'Ivoire fait preuve de prouesse inégalée. C'est encore lui seul qui peut prendre le plus petit des citoyens et en faire un coach ou une étoile montante que nous n'aurions pu imaginer dans le sens de la positivité. De par son art politique, il a su transformer ses adversaires les plus coriaces en de doux agneaux. Sa stratégie du silence lui permet d'appréhender et d'anticiper sur les événements, de sorte qu'il est largement en avance sur tout le monde. Référez-vous à cette affirmation de M. Mo Ibrahim. Alassane Ouattara est un homme exceptionnel qui vous surprend toujours positivement. Il est difficile de le sonder. Appréciez vous-même son courage et sa dextérité dans le combat contre la culture de la corruption d'État, les grilleurs d'arachide et surtout son nouveau combat pour imprimer l'an 1 de la vraie justice en Côte d'Ivoire après plus de 62 ans. Et sur le domaine de la justice, il faut résolument s'y engager. Il fallait un homme en vrai comme le guide bâtisseur Alassane Ouattara, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. En définitive, je dirais personnellement du président Alassane Ouattara
que celui qui sait transformer utilement sa société, sait impacter positivement ses contemporains et surtout sait apporter des solutions concrètes à leurs inquiétudes n'est rien d'autre qu'un mage du développement. Magicien, alchimiste ou mage, le président Alassane Ouattara maîtrise quelque chose que très peu de personnes peuvent soupçonner. Cher président, vous avez eu une existence utile sur la terre en apportant un plus à l'humanité. Et c'est cela le véritable sens de la vie. Source éclaireur pro vérité. Mesdames et messieurs, nous en avons fini avec la lecture, la présentation des différents sujets. Je vais me faire fort d'appeler notre mère Blanc, qui, si elle est disponible, va nous lire son texte. Et dès qu'elle aura fini la lecture de son texte, vous pourrez vous présenter afin qu'on puisse vous donner la parole. Ce sera aussi avec beaucoup de plaisir. Allô? Ok. On va essayer encore une toute dernière fois. Et si ça ne passait pas, on va passer directement aux autres intervenants. Allô, bonsoir mon fils. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Oui, Et je surtout, peux t'envoyer un petit message. Vous l'avez reçu? j'ai pu voir le message en image. Ok. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui, effectivement. Nous sommes tous ensemble ici, oui, oui. Et que c'est un plaisir. Oui. Vraiment, très bonne fête à vous. Oui. Ok. Ok, je commence? Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, mon texte c'est pourquoi nos élèves pour vérité sont non au cumul de postes. Attention de se croire indispensable à un poste. Plus de 2, plus de 3. Oui, certaines personnes ont fini par croire qu'elles sont un choix du bon Dieu avant d'être celui de leurs administrés. Et pourtant, il n'en est rien. C'est en fait comme un chef de lutte. On vouloir élire contre de belles promesses qui ne tiendra jamais. Une fois élu, il s'éternise au pouvoir. C'est hasardeux de se dresser sur leur chemin. N'est-ce pas que les députés appellent des menaces contre des jeunes gens, tout s'offusquant du fait que ces jeunes menaçaient d'incendier sa demeure d'1 milliard de francs. Vous avez bien entendu. Ils veulent mettre feu à ma demeure qui coûtait 1 milliard de francs. Voilà ce qui lève le voile sur nos élus et leur dessein malveillant. Leur seul objectif est de caracoler en tête de la course, sans jamais passer la main. Plutôt que de se mettre au service de sa population en améliorant les conditions de vie de ces personnes qui lui ont fait accorder leur confiance, ces élus vont trahir cette confiance. Leur majeure préoccupation sera pour le ministre de devenir député, puis maire. Ayant ainsi décroché la timbale, il pousse du ventre. Il se nourrit que de produits surgelés, pourvu qu'il arrive tout droit de la France. Il a l'air si suivant sur la photo officielle. Il se nourrit, son ego se fait surdimensionner. Mais dans le fond, la personne et même être qui sont confiés plus d'une responsabilité. En un mot, est-il possible pour une seule personne de poursuivre deux liens à la fois? À ceux qui le peuvent, sur YouTube, sur Facebook, nous allons vous demander de mettre les cœurs parce que nous sommes extrêmement attaqués aussi. Je ne sais pour quelle raison. Et comme je le disais, on a véritablement des difficultés. On n'entend pas correctement la lecture de Mère Blanc. Et malheureusement, cela rend les choses encore plus difficiles. Ok. Je vais encore essayer une toute dernière fois en espérant que ce sera la bonne. On n'arrivait vraiment pas à entendre Mère Blanc. Peut-être qu'on va lui dire de remettre ça une prochaine fois.
Alors, Oui, allô? oui, on avait des difficultés, on n'arrivait pas à vous entendre correctement. Ah, Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez remettre ça une prochaine fois ou bien si vous ok. voulez continuer. Ok, ok, c'est bon. Je remets ça à... je vous fais parvenir le texte. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que j'aurai le Parce que texte, lundi, je reprends le travail, donc... ok. oui, oui. D'ici la fin, dès que j'ai le texte, Ok, merci je vais le beaucoup. relire. C'est moi qui vous dis merci et je vous souhaite Ok, une très bonne d'accord. fête et surtout Merci beaucoup, un mon bon fils. début de nouvelle année. Merci. Je vous en prie. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec les différentes personnes qui veulent s'illustrer en prenant la parole. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il faut aller vite parce que moi aussi, je dois aller chercher mon pain et un peu de croûte. Donc, on ne va pas dépasser les 2 heures du temps. Ceux qui voudraient prendre la parole, nous vous demandons de vous signaler dès maintenant. Parce qu'après, comme je le dis, on ne prendra pas vraiment tous ceux qui vont se signaler après. Donc, si vous voulez parler en toute sincérité, vous avez 5 minutes, je le dis bien 5 minutes pour vous présenter. Et en dehors de ces 5 minutes-là, on ne prendra vraiment personne. Et pour l'instant, il est 11h19, heure de New York. S'il n'y a véritablement personne, on va directement mettre fin au direct pour permettre aux uns aux autres de pouvoir vraiment vaquer à leurs différentes occupations. Et donc, sur ceux qui voudraient prendre la parole, elle est totalement libérée. Et comme je l'ai dit, c'est sur 5 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on va s'asseoir en 5 minutes pour attendre. Si peut-être dans 60 secondes, nous n'avons pas véritablement de personnes disponibles, on va fermer le direct et pouvoir procéder. Cela va nous permettre aussi de gagner en temps. Voilà, donc comme je l'ai dit, nous avons une soixantaine de secondes pour pouvoir fermer le direct ou bien pouvoir le continuer selon que les uns et les autres voudraient prendre la parole. Et en toute sincérité, ceux qui veulent prendre la parole, vous avez 5 minutes. C'est-à-dire à partir de 11h25, tous ceux qui vont appeler après, on ne vous donnera pas la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes coincés par le temps. Je dis merci à tous ceux qui apportent de l'intérêt à nos différentes émissions. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pu faire toute cette année. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, on dit Alhamdulillah, la Koule Ali. Dieu merci. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Et chez toi? Oui, ça va, on ne se plaint pas. Dieu merci, chef frère. Ok, chef frère. Vu les occupations, et puis, bon, voilà, je sais que pas mal de personnes sont occupées dans la cuisine par rapport à la fête de fin d'année, donc on va laisser tout le monde aussi profiter de ça. Bah, du coup, je vais droit au but. Je dis bonsoir au Mao, au Chao, tous les followers. Et après, je ne vais pas développer les sujets, mais je vais faire un maximum de bords d'enjaillement pour le président. Que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu l'accompagne toujours dans sa mission et l'inspire dans sa mission. Parce que celui-là même est quelqu'un de choisi. Que Dieu humilie tous ses ennemis, de proches comme de loin. Tous ceux qui ne vont pas l'aider dans la construction de la Côte d'Ivoire, dans l'éveil de conscience de la population, dans cette nouvelle éducation des hommes politiques que j'ai entamée, que Dieu l'assiste dans tout. Que Dieu bénisse toujours la Côte d'Ivoire. Cher frère, je vais te dire merci à toi aussi. Et tout ce qui est onde positive, cher frère, je te souhaite ça. Parce que ce combat d'humanité et ce combat de dignité que tu as entamé là, que le Seigneur ait sa baraka dans cette mission-là aussi et t'accompagne, cher frère. Et que Dieu mette sur notre chemin toute personne qui est à la recherche de ces rebelles-là pour donner un sens à leur existence sur terre, se mettre au service de leurs semblables, se soucier
du bien-être et du lendemain meilleur de leurs semblables. Fasse Dieu qu'ils entendent nos messages et qu'ils nous rejoignent dans ce combat de dignité là. Chers frères, je prie pour les Chao et les Mao qui nous soutiennent nuit et jour, qui sont disponibles quelle que soit l'heure, même au milieu de la nuit, quand tu as besoin de conseils, quand tu as besoin de parler avec quelqu'un, qui sont toujours là pour te mettre sur le droit chemin. On leur dit merci pour tout ce qu'elles nous ont apporté comme énergie, comme prière. Et fasse Dieu que il y ait le progrès dans les familles, santé, prospérité dans les familles. Toujours beaucoup d'engagement au président de la République, parce que celui-là même a été une lumière pour la Côte d'Ivoire. Seules les personnes qui sont dotées de l'essence, qui n'ont pas pacté avec le diable, vont reconnaître sa lumière. Mais les enfants du ténèbre sont beaucoup têtus et ils vont toujours se dresser pour vouloir éteindre cette lumière. Mais jamais on va les laisser faire. Je dis meilleurs vœux à tous ceux qui sont sur la plateforme, ceux qui vont regarder l'émission après. Meilleurs vœux à tout le monde. Chers frères, c'était le vœu que je pouvais faire pour tous mes semblables. Je ne me limite pas à la Côte d'Ivoire, mais pour tous mes semblables. Et prier Dieu pour ce président-là, pour que sa mission qu'il a commencée là, pour que les graines poussent de telle sorte qu'il y ait plusieurs personnes comme ça qui ont appris de ce monsieur et qui vont toujours garder ce combat-là comme repère pour toujours s'inspirer de ça. Voici ce que je pourrais apporter ce soir, chers frères, comme contribution. Vraiment, chers frères, c'est peut-être vous sous-estimez ce que vous dites, mais vous ferez vite. S'il vous plaît, n'appelez plus, on ne prendra plus personne. L'heure qu'on avait indiquée est arrivée, on ne va plus ajouter quelqu'un. Je crois que la parole donnée est sacrée. Il est exactement 25, on ne prendra plus personne. Et on souhaite que personne n'appelle, parce que vous voyez, quand vous appelez dans le vide, ça déconcentre. Et donc, on